à l'Assemblée nationale en juin. Elle est voilà, à Neuilly maintenant, la circonscription de Neuilly. Maintenant vous êtes Députée à l'Assemblée nationale. Et Thomas Zlowski, que vous connaissez, qui m'a beaucoup aidé à organiser cette soirée. On est très heureux de vous recevoir et je suis très touchée de vous recevoir aussi parce que nous avons déjà eu l'occasion de venir deux fois, grâce à vous, au Parlement européen, une fois à Strasbourg, une fois à Bruxelles. Et j'espérais que vous alliez encore être candidate cette fois-ci parce que je comptais vous demander de ramener une partie de mon équipe au Parlement de Strasbourg. Celui qui m'a succédé lorsque j'ai dû quitter le Parlement européen pour cause d'élections à l'Assemblée nationale en juin 2017 ne manquera pas, je lui passerai les consignes si la voiture il hésitait un petit peu, de répondre présent à votre sollicitation. En tout cas, je vous remercie de l'avance. Donc pour simplement quelques mots pour vous présenter Madame Le Gris, pour ceux qui ne la connaissent pas, ce qui est difficile parce que c'est un peu... Voilà. Donc vous avez été eurodéputé pendant 7 ans, de 2010 à 2017, c'est ça. Vous avez été l'assistante parlementaire d'Alain Lamassoure également, à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Bon, je ne vais peut-être pas tout dire. Je vais peut-être pas tout dire. J'ai vu que vous aviez été récemment... Pardon, excusez-moi, on est contents d'être ensemble, donc on se blague un peu. J'ai vu que vous êtes depuis très peu de temps, depuis le début de la semaine dernière, membre de la première assemblée parlementaire franco-allemande évidemment, qui a été installée la semaine dernière. J'ai vu ça. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion de poser toutes les questions. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Je sais aussi que nous avons deux responsables départementaux qui ont un agenda et un emploi du temps assez serré. Donc je vais peut-être... voilà. Thomas va... Ouais, je vous dire un petit mot avant Pascal, Robin et Constance. Je vais juste vous dire 3 raisons pour lesquelles on est là et pourquoi on a voulu faire cet événement. D'abord, c'est vous. En tout cas, parce qu'ici ce soir, on a des adhérents, les républicains, puis des sympathisants et d'autres personnes qui habitent nos villes. Mais quand on s'est vu à l'Assemblée Générale de janvier, comment on s'est organisé, il y a un certain nombre d'adhérents qui ont dit « Et pourquoi on ne ferait pas revenir Constance Le Gris ?» Puisqu'on l'avait vu, vous nous aviez reçu 2 fois, et la campagne des européennes s'annonçait déjà. Et donc c'est vraiment les militants qui ont proposé ça. Et on est très heureux que vous ayez accepté de traverser l'Île-de-France un lundi soir. Ce qui est une gageure, comme on sait. Finalement, ça s'est bien passé. Et pour venir nous parler d'Europe. 3 questions. Pourquoi un dîner-débat? Pourquoi sur l'Europe? Et pourquoi avec Constance Le Gris? Pourquoi un dîner-débat? C'est un peu nouveau. Enfin, tout le monde l'a déjà fait en politique, mais dans la 10e, c'est Laurence qui relance ça. L'idée, c'est d'avoir un format, alors on en est mal parti, puisqu'on va être 5 à parler, mais c'est un format où vous allez pouvoir vous exprimer et on va pouvoir échanger. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire quand on dit faire de la politique autrement. Vous avez déjà entendu tellement de fois qu'on a presque envie de ne pas dire ça, mais je le dis quand même, faire de la politique autrement, c'est vraiment prendre le temps d'échanger et d'éviter, autant que possible, en tout cas dans ce format-là, de parler pendant 2 heures et à la fin d'avoir 2 questions, ou en tout cas même des fois pas de questions du tout, ou quand il y a une question, on dit surtout soyez bref, soyez bref, parce que nous, non, il faut qu'on prenne le temps de vous écouter, et c'est important parce que la crise des Gilets jaunes, c'est ce qu'on veut, je parle de la première, celle de novembre, décembre, novembre et décembre, avant les casseurs, on va parler. Mais il y a une crise de représentation politique qui ne s'adresse pas qu'à Emmanuel Macron, si on veut être honnête. C'est une crise de politique de manière générale. Robin et Constance essayent d'y répondre au niveau de l'Assemblée. Robin en a fait aussi avant et d'autres assemblées au niveau local. Et donc je pense qu'il faut qu'on fasse un nouveau format, et c'est pour ça qu'on va essayer d'être bref et que vous puissiez vous exprimer longtemps. D'autant plus que sur l'Europe, ce déficit de démocratie est un des principaux reproches. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment, juste ou injuste, mais d'éloignement des citoyens sur l'Europe, parce que c'est compliqué. Parce que justement, ce qu'on fait en commun sont des choses compliquées. Et c'est là-dessus que j'y viens. Pourquoi Constance Le Gris? Parce qu'elle a travaillé longtemps à l'Europe. Elle a travaillé aussi d'abord avec d'autres parlementaires, parce que quand on a parlé de M. Lamassoure, ce n'était pas pour parler de vos jeunes années, mais c'est comme quelqu'un qui était une pointure, enfin qui reste une pointure et qui est très important au niveau de la famille des Républicains sur les questions européennes, et c'est vraiment un spécialiste. Et elle a travaillé sur beaucoup de sujets, vous allez le voir par la suite, qui sont très concrets sur l'Europe. Et donc ces 3 éléments étaient importants pour nous pour lancer cette campagne européenne. Je pense que de toute façon Robin, Constance et Pascal en parleront peut-être un petit peu, puisqu'on a un événement important samedi prochain qui s'est ajouté, puisque François-Xavier Bellamy et Agnès Juliette, donc vous en parlerez.
mais de commencer en tout cas sur des choses un peu concrètes et que vous puissiez, vous, après, aller au-devant des gens qui vous disent pourquoi voter pour la LTLR, parler d'Europe avec beaucoup d'éléments. À toi, Pascal. Ou je sais pas, président. Décidez, je ne sais pas. Voilà, au président. Il est timide, votre secrétaire départemental. Je laisse l'honneur au président. Bien, bonsoir à tous. On tenait à être présent avec Pascal pour être à vos côtés, évidemment, pour accueillir Constance. Je vais en dire un mot, et puis pour vous dire 2-3 mots aussi de la mobilisation qui doit être la nôtre dans les semaines qui viennent. Vous êtes des militants, nous sommes des militants, on aime quand ça sent la poudre et quand il y a une campagne électorale, même si c'est pas malheureusement celle qui passionne le plus les Français, et pourtant ça devrait, eh bien on répond présent. Et ensemble, depuis 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, on passe sous les fourches codines, effectivement, de la désaffection politique, en essayant de nous accrocher à ce vieux machin qui est un parti politique et qui ne veut plus rien dire pour le Nouveau Monde, mais qui pour nous veut dire tellement de choses parce que c'est une histoire, c'est des convictions et c'est surtout des amitiés qui se sont forgées depuis des années. Et je peux vous assurer que cette ténacité, ce courage que nous avons aussi à rester dans la famille, à rester mobilisés, à rester militants, à un moment ou à un autre ça paiera parce que vous voyez bien l'effondrement progressif, un peu pathétique aussi, de ce monde qui nous avait été promis par Emmanuel Macron et qui finalement se délite par manque de ressources humaines, par manque de conviction, par manque d'histoire, par manque aussi de projets communs, et on voit bien que toute la synthèse du en même temps est en train de s'effriter. Ces paroles mesurées étant dites, je crois que nous avons une échéance qui est capitale avec les élections européennes dans quelques semaines. C'est évidemment une échéance importante pour la France, une échéance importante pour l'Europe, et Constance vous en parlera mieux que quiconque ici et mieux que moi. C'est une échéance aussi, ne nous cachons pas, importante pour notre famille politique. Vous avez vu le regain d'attention qui est porté à notre famille politique depuis que François-Xavier Bellamy, qu'Agnès Evren, que Arnaud Danjean et d'autres ont pris les commandes de la liste pour les élections européennes. Un regain d'attention des médias, un regain d'attention de nos électeurs. Et vous allez pouvoir rencontrer François-Xavier samedi soir à Villemoisson-sur-Orge, si vous êtes disponible, et je souhaite que ce soit la plus large des mobilisations de l'Essonne pour montrer que cette campagne démarre bien et faire mentir progressivement ces sondages qui nous laissaient sur le bord du chemin et qui aujourd'hui reprennent aussi des couleurs. Nous devons être nombreux, nous devons être mobilisés. Moi je connais un peu François-Xavier Bellamy, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. C'est quelqu'un d'une extrême valeur, qui saura exactement parler à l'électorat que nous représentons, mais qui saura aussi être pertinent dans ses interventions pour les Français et pour les Européens s'il est élu demain au Parlement européen, et c'est ce que je souhaite. Constance Le Grip, vous avez bien fait de l'inviter parce que non seulement elle connaît bien l'Europe, c'est une militante de notre famille politique depuis longtemps. Elle a toujours été fidèle aux militants et fidèle aussi à l'Île-de-France. Alors elle était eurodéputée de la circonscription Île-de-France à l'époque où nous avions des euro-régions, puisque maintenant vous savez que ça va être une liste nationale depuis qu'Emmanuel Macron a changé en douce le scrutin, parce qu'il n'arrivait pas à trouver les têtes de liste dans toutes les régions, pour faire simple. Donc maintenant c'est une liste nationale, mais avant c'était des circonscriptions, et quand Constance Le Grip était députée européenne de la circonscription Île-de-France, elle a toujours porté beaucoup d'intentions à relayer les positions que nous prenions sur la scène européenne auprès des différentes fédérations de l'UMP à l'époque. J'ai le souvenir en tant que jeune responsable des jeunes UMP, c'était en 2011 ou 2012, Constance, de t'avoir accueilli chez Serge Dassault, et nous avions une très très bonne réunion avec tous les jeunes du département. Et puis j'ai plaisir évidemment à travailler avec Constance depuis 2 ans à l'Assemblée nationale. Constance est à la fois une députée qui est présente, une députée qui est médiatique. Vous la voyez, on a presque le même abonnement à BFM les dimanches soirs. Et c'est une députée qui travaille beaucoup, en plus d'être très présente dans sa circonscription. Donc c'est ce que l'on essaye d'incarner face parfois à des collègues qui n'ont pas cette conscience à la fois militante, à la fois du terrain, et puis en même temps du travail bien fait pour la nation. Voilà. Vous avez bien fait d'inviter Constance, chère Laurence, chère Thomas, vous allez passer une bonne soirée, j'en suis sûr. Pardonnez-moi, j'ai quelques obligations locales à satisfaire, mais j'avais promis à Constance de venir l'accueillir, promis à Laurence d'encourager cette initiative, et si je peux finir là-dessus, c'est vraiment très très positif que vous puissiez vous réunir aussi nombreux dans votre circonscription, dans une 10e circonscription qui, on le sait, est l'une des plus difficiles de notre département, et pourtant vous êtes là, vous êtes
mobiliser et vous allez contribuer à porter notre parole. Et c'est tout ce que l'on vous demande en plus de participer au débat d'idées, parce que nous rentrons en campagne. Quand on rentre en campagne, eh bien, on fait fi parfois des agendas, des difficultés matérielles et de la vie quotidienne, et on se met à fond dans cet objectif qui doit nous porter le 26 mai prochain à faire le meilleur score en Essonne, en France et pour l'Europe. Alors bonne soirée à tous et bon appétit. Ouais, bravo. Et acclamez sur tout France. Bon, Pascal est d'accord avec moi. Heureusement. C'est maintenant que on se Allez, Constance, voilà, Constance. Ouais, je peux juste discuter un peu ou lancer une question. Oui. Non, tout ce qu'on fait. Très bien, écoutez, après ces mots d'introduction, merci infiniment pour les mots chaleureux qui ont été prononcés. À mon tour de vous dire bonsoir à chacune et chacun d'entre vous et vous dire tout le plaisir que j'ai à revenir dans l'Essonne. Je suis très sensible à l'invitation qui m'a été faite par Laurence, par Thomas, et c'est vrai que j'avais eu grand plaisir à vous recevoir. J'en vois certains visages amis qui étaient venus à Strasbourg et à Bruxelles. J'avais eu grand plaisir à vous recevoir, comme j'avais essayé tout au long de ce septennat de députés européens d'Île-de-France à recevoir des groupes à Strasbourg et à Bruxelles pour essayer de rendre un peu plus concret le travail du parlementaire européen, l'importance et le rôle du Parlement européen. Je suis très heureuse d'être très bien entourée ce soir par mon collègue Robin, par Pascal, vos responsables départementaux. Et encore une fois, je remercie beaucoup d'avoir distrait quelques instants de leurs agendas et de leurs obligations ici dans leur circonscription pour être à mes côtés. Et je comprendrai très très bien qu'ils s'éclipsent très très rapidement et très très discrètement pour nous laisser ensemble. Et encore une fois, merci à vous d'avoir pris le temps de venir et merci à vous toutes et vous tous pour ce moment d'échange que vous allez m'offrir. Alors, on m'a demandé de planter un peu le décor, si je puis dire, de faire un petit propos liminaire que je vais essayer de ne pas faire trop long, mais le temps quand même de briser un petit peu la glace et vous faire part de mon sentiment sur les enjeux du moment. Nous nous mettrons ensemble, je dirais, dans l'ambiance de l'échange et du dialogue qui, pour moi en tout cas, sera beaucoup plus intéressant que ce que je pourrais être amené à vous dire. Robin a fort justement attaché toute l'importance qu'il donnait, insisté sur toute l'importance qu'il donnait à cette consultation européenne, ce renouvellement de l'Assemblée parlementaire européenne le 26 mai dernier, pour notre famille politique, bien évidemment, pour la France. C'est la première consultation électorale qui vient après l'élection d'Emmanuel Macron et c'est une consultation test grandeur nature sur Emmanuel Macron, la faveur ou la défaveur qui s'attache à son action, à sa personne, à l'action du gouvernement, mais c'est également cette consultation électorale le moment d'envoyer des messages européens, l'Europe que nous voulons, l'Europe que nous allons essayer de continuer à construire, l'Europe telle que nous allons essayer de la changer, de la réorienter, de la refonder. C'est tout cela dont nous devons parler et que nous arriverons à faire passer comme message. En tout cas, on va s'y employer les uns et les autres durant les quelques 60 jours qui nous séparent de la consultation électorale européenne. Vous entendrez François-Xavier Bellamy samedi. Vous n'aurez peut-être pas l'occasion d'être dans un dialogue extrêmement nourri parce que j'imagine que vous serez très très nombreux et que la rencontre s'apparentera à une rencontre sur un format plus classique. Et on en a besoin également parce qu'il est important de montrer la mobilisation de notre famille politique autour de ces candidats, autour de sa tête de liste, la mobilisation de nos électeurs et montrer à celles et ceux qui ont encore un petit peu foi en nous, nos sympathisants, nos ex-sympathisants, mais qu'on fait tout pour essayer de reconquérir, que nous avons
en la personne de François-Xavier Bellamy et Agnès Evren et Arnaud Danjean qui l'accompagnent dans ce trio de tête, des hommes et des femmes de très très grande valeur, un chef de file, François-Xavier, de très grande valeur, dont le discours est extraordinairement bien ajusté par les temps qui courent, ces temps de défiance, de méfiance, de rejet, soit très frontal, soit un peu pernicieux de la classe politique, d'une certaine façon de faire de la politique ou d'une certaine façon de parler des sujets politiques. Il apporte une fraîcheur, un ton juste, un ton neuf. C'est l'incarnation même d'une nouvelle façon de parler de la politique, de faire de la politique, de s'adresser aux gens avec un discours extrêmement structuré, mais beaucoup de profondeur, beaucoup de sens. C'est pour ça que je dis que c'est très ajusté, parce que c'est parfaitement ajusté à l'époque que nous traversons, mais je pense aussi beaucoup aux attentes de nos électeurs, à nos attentes à nous, et Laurence évoquait très justement le mot de valeur. Donc nous avons de quoi être fiers de ce trio de tête, fiers de notre chef de file, et donc ça vaut vraiment la peine de batailler pour cette liste, de s'engager à fond dans cette campagne, d'aller à la rencontre de celles et ceux qui doutent encore, qui nous ont peut-être tourné le dos, qui disent de toute façon les Républicains, vous n'avez rien compris, vous avez perdu, vous n'avez eu de cesse de perdre et on n'arrive plus à vous faire confiance. Donc vraiment il faut se sentir extrêmement fier du trio de tête, extrêmement fier de pouvoir avoir comme porte-étendard, comme porte-flambeau, comme porte-drapeau François-Xavier Bellamy, et par-delà tout ce qu'il véhicule comme message, comme valeur, qu'il apporte comme sens à la vie politique et au discours politique. Il nous appartient à chacune et chacun d'entre nous, à moi modestement comme députée des Hauts-de-Seine et ancienne députée européenne, à Robin, à Pascal, à Laurence, à chacune et chacun d'entre nous, d'apporter notre pierre à cette campagne électorale européenne, importante donc pour notre famille politique, importante pour la France, importante pour l'Europe. Robin l'a dit, on a quitté un mode de scrutin territorialisé pour revenir à un système ancien, un peu marche arrière, vers un scrutin de liste nationale, mais cela a au moins un mérite, si je puis dire, c'est d'organiser le débat sur les enjeux européens de manière nationale et peut-être de clarifier un certain nombre de choses. Et ce que nous pouvons dire, nous les Républicains, et qui est l'un des messages que nous pourrons porter dans cette campagne, c'est que se rassembler derrière la bannière des Républicains dans cette campagne, voter pour la liste Bellamy, Evren, Danjean, la liste portée par les Républicains avec nos alliés centristes. Vous le savez, il y a eu une politique de main tendue de la part de Laurent Wauquiez au président des centristes, Hervé Morin, main tendue qui a été acceptée. Eh bien, c'est voter résolument pour une liste qui porte un message et qui porte un projet européen. Donc nous, les Républicains, nous sommes une formation politique pro-européenne. Ne nous laissons pas enfermer dans, je commencerai par cela, dans le schéma manichéen, simplificateur, caricatural et parfaitement mortifère pour la démocratie française, dans laquelle Emmanuel Macron et République En Marche veulent nous enfermer, qui est le clivage entre les bons et les méchants, les progressistes, c'est-à-dire eux, les marcheurs, les amis de M. Macron et de M. Philippe, et les nationalistes, populistes et autres eurosceptiques dans lesquels se retrouveraient pêle-mêle tous les autres, y compris les Républicains qui n'auraient pas le bon goût de se trouver du bon côté, du côté des progressistes, de ceux qui portent le message européen, comme si il n'y avait pas d'alternative, il n'y a pas de choix, il y avait une obligation de voter pour le camp du bien versus le camp du mal. C'est le premier piège dans lequel République En Marche a cherché à faire tomber, au-delà de notre famille politique, les électeurs et les électrices français, piège dont nous avons su discerner très rapidement la mécanique infernale et l'étau qui
avait été construit pour nous enfermer dans son piège est en train d'être desserré. Parce que le discours que nous essayons de porter, la stratégie que nous essayons de construire, comme nous l'avons fait à travers le projet pour l'Europe des Républicains qui a été élaboré en partie avec, en très grande partie, les contributions des uns et des autres. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques mois, un grand sondage, un grand questionnaire avait été adressé par notre famille politique à l'ensemble des membres de notre famille politique pour demander l'avis des uns et des autres, votre avis sur un certain nombre de sujets. Et c'est sur la base des quelques 80 000 contributions qui ont été reçues par le parti, par notre famille politique, dont les fédérations, qu'a été élaboré un certain nombre de propositions qui sont noir sur blanc ce que nous portons comme projet européen. Et donc nous avons progressivement desserré l'étau, sorti la tête du piège dans lequel on cherchait à nous enfermer et nous sommes en train de montrer qu'il y a un autre chemin possible, une autre voie pour l'Europe que le chemin sur lequel Emmanuel Macron et les marcheurs essayent de nous entraîner, je dirais, à marche forcée, qui est à coup de discours comminatoires et de tribunes déclamatoires et incantatoires parus dans la presse, qui est une espèce de marche en avant forcée, encore une fois, de fuite en avant vers un certain type d'Europe, l'Europe toujours plus intégrée, toujours plus fédéraliste ou fédéralisante dans son mode de fonctionnement, avec toujours plus d'agences européennes, de superstructures qu'il faut construire. C'est littéralement, je ne sais pas, une caricature que je fais du discours de Macron. Si vous prenez et les propositions de la liste En Marche et les différentes injonctions lancées par Emmanuel Macron dans un certain nombre de ses discours et encore dans la tribune qu'il a publiée il y a environ un mois, vous additionnez, vous compilez ces propositions, ça n'est pas moins de par exemple 15 nouvelles agences européennes dont il propose la création. Ça va d'une agence européenne pour la démocratie, comme si la démocratie devait être sauvée ou préservée par une technostructure, un agrégat de fonctionnaires européens, jusqu'à une banque européenne pour le climat, comme si on avait besoin d'une banque européenne pour le climat, sachant qu'il y a déjà un fonds européen pour les investissements stratégiques, une banque européenne d'investissement, des fonds régionaux, etc., etc. Et cette espèce de fuite en avant, j'identifie un problème, j'identifie une préoccupation, je propose la création d'une agence européenne et typiquement un mode de fonctionnement technocratique et qui vise à, en réalité, poursuivre un chemin européen que je qualifie, moi, de totalement passéiste, archaïque, qui a peut-être correspondu à quelque chose, créer un certain nombre de structures en commun dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, mais qui ne correspond plus du tout à ce dont nous avons besoin, qui ne correspond plus du tout à ce qu'attendent nos peuples d'Europe qui, on le voit bien, un peu partout, se réveillent en disant il y a un certain type de fonctionnement européen, une certaine Europe dont nous ne voulons plus. Ces institutions-là, elles sont en train de fonctionner d'une manière oppressante, trop normative, faisant trop de normes, faisant trop de règlements, ne laissant plus assez de place, de liberté, de souveraineté, de compétences aux États-nations. Et cette Europe-là, dont nous ne voulons plus, eh bien, c'est exactement la vision que défend Emmanuel Macron. Et il a régulièrement, à chacune de ses apparitions, une idée nouvelle, une nouvelle agence européenne, un nouvel impôt, de nouvelles dépenses, comme si tous les problèmes devaient être réglés par l'ajout d'une strate, d'un échelon supranational. Et puis alors, versus cette vision fédéraliste ou fédéralisante, de continuer l'Europe que nous n'aimons plus en réalité, dont nous ne voulons plus qu'elle soit cette Europe-là pour nos enfants et nos petits-enfants, cette Europe que je qualifie de passéiste, de ringarde, d'une certaine manière de ringarde, parce que c'était peut-être comme ça que dans les années 60 ou 70 il fallait fonctionner, mais c'est plus comme ça qu'il faut fonctionner. Eh bien, il y a ce que proposent eh bien, les partis de Madame Le Pen ou de Monsieur Dupont-Aignan, ici dans le département de l'Essonne, c'est-à-dire une vision, là aussi, plus que passéiste, rétrograde, qui consiste à déconstruire, à détricoter, à enclencher la marche arrière, à détruire ce qui a été fait, ce qui a été réalisé, et en réalité, en tout cas dans le programme
économique, européen, budgétaire, fiscal que porte le Rassemblement national, que porte la liste de Madame Le Pen, c'est très très clair, même si ça n'est pas avoué, assumé, c'est la sortie de l'Union européenne pour la France qui est sous-jacente, donc la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne et donc une aventure sans lendemain. Il suffit de regarder ce qui se passe au Royaume-Uni pour se rendre compte que c'est quand même extraordinairement dangereux que de vouloir précipiter son pays en dehors de l'histoire européenne, surtout quand on n'a pas anticipé cette sortie de route hein, et ce précipice. Et la sortie de l'euro et la sortie de l'Union européenne, il faut arriver à le dire, et c'est également dans le programme porté par la liste Dupont-Aignan sous-jacent, parce que ce serait cela, au bout du bout, la logique des idées qu'il porte, hein, la déconstruction, le détricotage de ce qui a été déjà réalisé, eh bien c'est au bout du compte beaucoup de malheurs, beaucoup d'appauvrissement, la sortie de l'euro, on pourra peut-être en débattre, avantages et inconvénients de l'euro, avantages et inconvénients de cette convergence monétaire, de cette souveraineté monétaire partagée que nous avons. Mais ce qui est sûr, c'est que la sortie sèche de l'euro, c'est la diminution du pouvoir d'achat, l'évaporation d'une grande partie de l'épargne des Français et donc beaucoup d'appauvrissement et de malheurs à venir pour nos compatriotes, à commencer par les plus modestes d'entre eux. Et donc il y a une responsabilité pour nous les Républicains à proposer un troisième chemin, un autre chemin pour l'Europe, c'est celui de notre projet qui est résolument européen, résolument et ardemment, je dirais, européen, réaliste, lucide, critique, mais néanmoins enthousiaste. Nous estimons que l'Europe telle qu'elle fonctionne actuellement doit être changée, mais pas en envoyant tout valdinguer par-dessus les moulins, pas en envoyant et tout seul, de manière unilatérale, nous, Français, les institutions européennes et la collaboration avec nos partenaires européens dans le précipice, mais au contraire en construisant avec nos partenaires européens, et nous ne manquons pas, nous, la famille Les Républicains, d'alliés et de soutien pour ce travail, en orientant et en réorientant un certain nombre de choix européens, un certain nombre de politiques européennes dans d'autres... Pardon, alors il y a Audrey qui me fait un signe, qui trouve que je suis trop longue, c'est ça? Non, il faut que tu les autorises à boire parce que j'avais pas compris le signe, hein. J'avais pas compris que c'était en fait ça. D'accord, alors dans ce cas-là, je vous autorise. Oui, boire un coup. Pas d'accord. Pardon, j'avais pas compris qu'il fallait que je donne le signe. Je croyais que le... Pardon, hein, Audrey, je croyais... Non mais comme vous disiez de couper, je me suis arrêtée, voilà. Santé à tous. J'avais pas compris. Messieurs, dames, vous avez le temps de choisir, ça y est? Et alors concrètement, les autres projets européens qui sont portés notamment parce qu'on sait bien qu'un certain nombre de catégories de Français qui peut-être à un moment donné ont été nos électeurs, ont été nos sympathisants, dressent une oreille ou une demi-oreille un petit peu attentive, un petit peu complaisante à l'égard des thèses du Rassemblement national ou des thèses de la liste de Dupont-Aignan. Je crois qu'il nous appartient vraiment à nous, Républicains, de dénoncer les méfaits et les dangers que représenterait un Brexit qui ne s'avoue pas, déguisé, et une aventure solitaire qui serait parfaitement dommageable pour notre pays. Alors ce que nous proposons, nous, eh bien, c'est de réorienter, d'avoir des choix européens concertés, encore une fois, avec nos principaux partenaires et qui renforcent un certain nombre de choses qui marche bien en Europe et puis change radicalement ce qui marche moins bien. Qu'est-ce qui a fini par provoquer le doute, le rejet, ces sentiments que l'Europe ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus comme elle devrait fonctionner? Eh bien, c'est une certaine inflation législative, c'est-à-dire des normes et des règlements, de plus en plus nombreux, de plus en plus tatillons, de plus en plus détaillés, avec quelquefois les meilleures intentions du monde. Il faut protéger les droits des consommateurs, tout pareil en Europe. Il faut protéger
patient européen, tout pareil en Europe. Il faut que les producteurs de biens et services, comme ils ont vocation à faire circuler leurs biens et services, à les vendre partout dans l'Union européenne, puissent produire et être régulés par les mêmes règles, les mêmes normes partout en Europe. Mais l'enfer étant pavé de bonnes intentions, comme on dit souvent, et cette inflation de normes et de règlements toujours plus nombreux, toujours plus détaillés, toujours plus précis, on finit par provoquer le ras-le-bol et l'envie de tout envoyer balader. Donc là, clairement, ce que nous voulons, nous, c'est mettre un coup d'arrêt à cette manie bureaucratique de production de normes et de législation, toujours plus, et dans des sujets dont il nous semble que, au fond, l'Union européenne pourrait peut-être commencer à moins s'investir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas offrir une sécurité alimentaire, une sécurité des produits la meilleure possible pour les consommateurs en Europe, mais enfin on a déjà fait beaucoup, et on peut très bien envisager, et c'est l'un des engagements que nous prendrons, que prendront nos futurs députés européens lorsqu'ils seront élus, d'arrêter de voter, de militer pour qu'il y ait toujours plus de directives, toujours plus de règlements, toujours plus de normes tatillonnes, parce qu'il y a toute une série de domaines sur lesquels, au fond, les institutions européennes feraient peut-être mieux d'appuyer sur la pédale de frein. Il ne s'agit pas de décélérer, il s'agit peut-être même d'arrêter de produire toute une série de règlements et au contraire, de renforcer l'Europe là où elle est vraiment utile, là où on en a vraiment besoin. Il faut à la fois moins d'Europe dans un certain nombre de sujets et peut-être plus d'Europe sur un certain nombre de grands sujets, de grandes menaces, de grands défis qui se posent à nous, Européens, d'une manière, somme toute, assez similaire. Et peut-être qu'il faut reconcentrer, recentrer, remettre toutes nos envies de travailler ensemble, mutualiser nos moyens humains, nos moyens budgétaires, sur un certain nombre de grands sujets, de grandes compétences. Par exemple, on voit bien que la lutte contre l'immigration clandestine, contre les flux migratoires non maîtrisés, est un impératif qui s'est posé maintenant à l'ensemble des pays européens, depuis Malte jusqu'à la Suède, en passant par l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Hongrie. Il n'y a pas un pays européen qui n'a pas pris pleinement conscience, quelquefois récemment et quelquefois douloureusement, de l'ardente nécessité de reprendre la maîtrise des flux migratoires, lutter de manière efficace et drastique contre l'immigration clandestine, protéger de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus ferme nos frontières extérieures européennes et pour cela enclencher tout un certain nombre de mesures sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir. De même, la menace terroriste, c'est également une menace dont nous, Français, pour toute une série de raisons historiques, etc., avons à connaître depuis malheureusement longtemps, trop longtemps, mais dont un certain nombre de pays n'avaient pas pleinement conscience. Et malheureusement, le nombre de pays, y compris en Europe du Nord, y compris des pays qui se sentaient très à l'abri, très loin des grands enjeux géopolitiques et qui se sentaient peut-être très peu concernés quand on parlait du djihadisme, de l'islam radical, etc., ont été frappés dans leur chair et ont pleinement pris conscience. Et là aussi, je pense que c'est maintenant de manière extrêmement partagée que les pays européens sont conscients qu'il y a une menace, celle du terrorisme international, du terrorisme islamiste djihadiste, contre lequel nous devons nous serrer les coudes et adopter un certain nombre de mesures fermes ensemble, de manière concertée et en élaborant des règles et des stratégies communes. Le défi climatique est également un défi commun qui se pose en termes identiques pour l'ensemble des pays européens maintenant, sur lequel l'Union européenne n'est pas restée inerte, peu s'en faut, ces dernières années, mais sur lequel on peut certainement travailler à mieux orienter un certain nombre de ressources budgétaires pour développer peut-être une stratégie plus efficace de lutte contre les émanations de gaz carboniques, etc., etc. Vous voulez que je m'arrête peut-être à ce niveau-là? Je vais peut-être terminer par un dernier sujet, et puis après, on passera... Il faut que vous puissiez commander aussi. Et qu'on ouvre les questions. D'accord. Et puis, je veux bien commander tout de suite, alors? Non, je ne sais pas où on va commander. Bon, on y va. Voilà, alors, comme ça, on va pouvoir réviser le menu ensemble.
Voilà. Je prenais Œuf poché, foie gras, l'avocat et puis pavé de bœuf. Voilà. Des questions d'observations, de propositions que vous voudrez nous faire sur beaucoup de sujets que je n'ai pas effleurés. Je voulais plus planter un peu le décor et permettre que progressivement voilà, la glace soit brisée et qu'on se sente incités les uns les autres à échanger et que vous ayez envie de rebondir par rapport à ce que j'ai dit, de me pousser peut-être dans mes retranchements, de me demander d'aborder d'autres sujets, de répondre à des questions, etc. L'enjeu de civilisation, c'est une autre des valeurs fortes, c'est un autre des messages forts que nous portons, nous les républicains, cette défense et promotion de notre civilisation européenne, de notre identité culturelle européenne. Croyez-moi, j'ai déjà fait 2 campagnes électorales européennes. Ça a été rappelé, celle de 2009, aux côtés de Michel Barnier, ici en Île-de-France, qui était aussi le coordinateur national de la campagne, qui était venu à Sainte-Geneviève-des-Bois, Michel Barnier, quelle chance, en 2009, et puis ensuite, en 2014, dans un contexte un peu différent. En 2009, on avait fait une très très belle campagne, et c'était quelques mois tout juste après la présidence française de l'Union européenne, assumée par la France, assumée par Nicolas Sarkozy, président de la République française, qui avait été durant le 2e semestre de l'année 2008, également le président en exercice de l'Union européenne, et croyez-moi, on garde tous un souvenir ému et de cette campagne européenne de 2009 et de la présidence française telle qu'elle avait été exercée par Nicolas Sarkozy et qui avait montré que, eh bien, quand on veut et quand on a des idées claires et volontaristes, on peut mettre la France à nouveau au premier rang et faire jouer à la France son rôle moteur dans l'espace européen et sur la scène européenne. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que je n'aurais pas parlé de la même façon de l'identité culturelle européenne et de la défense et de la promotion de la civilisation européenne en 2009 et en 2014 que maintenant. Parce que c'est devenu une ardente nécessité, c'est devenu une nécessité vitale pour toute une série de raisons. Parce que les menaces, tant à l'intérieur de notre continent qu'à l'extérieur, qui pèsent sur notre modèle européen, notre modèle civilisationnel, notre modèle politique, notre modèle culturel. Là, quand je dis modèle culturel, c'est pas qu'il n'y a qu'une seule culture européenne, et loin de moi l'idée de vouloir écraser, aplatir les cultures européennes, la diversité culturelle européenne et voilà, congénitale, je dirais, au projet européen. Nous avons nos langues, nous avons nos histoires, nous avons nos cultures, nous avons nos différences, et elles sont heureuses et elles sont enrichissantes. Mais quand même, quand je dis modèle culturel, c'est qu'on voit bien que de Ljubljana à Athènes, de Copenhague à Budapest, de Madrid à Paris, etc., d'Athènes à... alors je ne veux plus citer de villes anglaises parce que les Anglais sont en train de larguer les amarres et les rives. Mais à Dublin, voilà, bravo, merci Thomas, Dublin en Irlande, on sent bien qu'il y a quand même une sphère européenne, un espace européen, une culture européenne, quelque chose qui par-delà nos différences nous rassemble et vaut la peine d'être défendu, vaut la peine d'être préservé. Et les menaces de tout genre qui pèsent sur cette civilisation européenne, sur nos valeurs, notre culture, tout ce en quoi nous croyons, sont plus fortes maintenant que jamais. Elles sont de nature particulièrement agressive, j'ai fait allusion tout à l'heure au terrorisme djihadiste et à l'islamisme radical qui est une idéologie politique qui cherche à détruire l'Occident et à détruire les valeurs européennes et les valeurs occidentales. Cela devient de plus en plus évident, mais il y a également d'autres forces qui sont à l'œuvre et qui, de manière nettement moins agressive, en tout cas en apparence, mais tout aussi pernicieuses, par exemple des super structures économiques originaires d'outre-Atlantique, par exemple ces fameux GAFAM, ces grands groupes du numérique qui fonctionnent avec une logique capitaliste, je dirais, sans pitié et sans aucun état d'âme pour écraser, comme un rouleau compresseur, un certain nombre de règles, qui se moquent des lois, qui se moquent des règles et qui cherchent à imposer un certain type de modèle et un certain type de comportement, en méconnaissant des choses aussi importantes pour nous, Européens, que le respect de la vie privée, le respect de données personnelles, le libre choix, etc. etc. Et puis après, les grands géants américains, ce seront peut-être les grands géants chinois qui chercheront à imposer là aussi un certain nombre de valeurs, un certain nombre de modèles, un certain type de consommation culturelle et donc un certain type de consommation tout court. Et contre toutes ces menaces-là, et il y en a d'autres également, la défense de la civilisation européenne est
devenu un axe majeur, c'est quelque chose qui nous rassemble, que nous pouvons partager avec d'autres pays européens ô combien attachés également à leurs différences culturelles et leurs différences nationales, certes, mais dont ils voient bien qu'elles font partie d'un même modèle et d'une ère de civilisation. Et c'est l'une des raisons, et vraiment j'en terminerai par là, pour laquelle dans le projet pour l'Europe, résolument pour l'Europe, nous n'avons pas un projet contre l'Europe, nous avons un projet pour l'Europe, pour une certaine vision de l'Europe, pour une certaine ambition européenne. Le projet des Républicains porte ardemment cette envie, cette mobilisation pour la défense de la civilisation européenne et la défense de notre identité culturelle européenne. Ça me semble être très important. Et ça se décline, cette volonté, ça se décline en stratégie commerciale, en stratégie industrielle, en stratégie numérique. Après, très souvent, je dirais, la technique juridique et la technique réglementaire, elle peut être agencée si on a un cap et une vision claire. Et c'est extrêmement frappant que, par exemple, dans la dernière tribune qu'il a livrée aux peuples européens ébahis, Emmanuel Macron, pas une seule fois n'écrit le mot civilisation. Pas une seule fois n'écrit le mot civilisation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous attends le plus nombreux et le plus déterminé possible pour poser des questions, réagir, critiquer, encore une fois, apporter des compléments. Voilà, le débat, et vous le savez, ce qu'il y a de plus important à l'intérieur d'une famille politique, et même pour celles et ceux qui ne sont pas peut-être de notre famille politique, le débat, c'est ce qu'il y a de plus important dans une grande démocratie comme la démocratie française. Je vous remercie. Merci.